Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce que comme vous l'avez probablement vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de vous renseigner avec plus de détails, mais c'est ce rapport sénatorial sur les zones grises de l'information, avec un rapporteur centriste qui s'appelle Monsieur Lafont et Madame Evren, qui est une LR, qui était co-rapporteuse du rapport et qui après s'est dédouanée, mais dans son communiqué finalement est d'accord avec ça, où là on est très clairement dans des grosses menaces sur la liberté d'expression de tous les Français, et où ça parlait notamment dans la prise de parole de cette personne des ingérences intérieures. Donc là, apparemment, des gens qui travaillent avec un parti, qui sont tout seuls, mais en tout cas qui ont de l'audience et qui parlent de sujets, ou si ça se trouve même sans audience, hein, seront considérés comme de l'ingérence intérieure. Alors il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu le fait que la mission serait donnée à un think tank où la personne serait quand même impliquée dedans, ou sa famille. Y a rien qui va, hein, dans ce dossier, c'est une catastrophe. Et au final, on se rend compte, et c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo, et je voulais vous donner mon avis, c'est qu'on a un débat sur la liberté d'expression en ligne qui porte plus du tout seulement sur les fake news, les excès des réseaux sociaux, mais là on est sur une idée, comme je vous disais, qui est extrêmement dangereuse. C'est considérer qu'une mobilisation politique intérieure, c'est ça qu'ils appellent l'ingérence intérieure, portée par des Français sur des plateformes où c'est légal, là, ça pourrait devenir une forme d'ingérence intérieure. Alors déjà, les termes, ingérence intérieure, ça se rapproche d'ennemis intérieurs, des régimes totalitaires qui utilisaient ça contre l'opposition. Et là, on a très clairement un glissement, d'accord. C'est pas des partis politiques qui sont présentés comme les extrêmes, ça vient du centre, des LR. On n'est pas sur LFI ou le RN, on est vraiment dans le centrisme, le socle commun, comme il l'appelle. Donc là, quand on a un sénateur centriste qui commence à nous expliquer qu'une personnalité, un courant ou un parti pourrait utiliser des réseaux sociaux comme une arme, là, on parle plus de Moscou, de Pékin ou de faux comptes venus de l'étranger qui font astroturfing, pardon, et qui en fait, c'est-à-dire, c'est la manipulation des algorithmes de pousser un contenu avec plein de faux comptes. Ils vont tous retweeter, ils vont tous mettre un commentaire, un like ou un truc qui pousse la publication devant les autres. Mais là, il ouvre la porte, ce sénateur, et ceux qui ont signé ça, hein, à l'idée qu'il y a un rapport de force euh, politique normale, hein. C'est-à-dire une campagne que vous faites. Moi, je vais faire un tweet qui va exploser sur un sujet, vous aussi, vous allez raconter, je sais pas moi, une agression, vous êtes à l'hôpital, ça se passe pas bien, des malversations dans votre mairie, dans votre travail, etc., sur des sujets sociétaux. Et là, ou alors, soit vous faites tout seul, soit avec une campagne efficace, avec une communauté qui archive, qui relaie, qui documente, qui contredit, qui font monter un sujet, en fait. Et demain, ça pourra être vu comme un problème à encadrer avant 2027. D'accord. Donc c'est exactement ça le danger. C'est parce qu'en démocratie, ça ils l'ont oublié, hein, en démocratie, un citoyen qui influence d'autres citoyens, ça s'appelle pas de l'ingérence, ça s'appelle faire de la politique. D'accord. Donc c'est pas un hasard, hein. Si on a une obsession qui vise X, c'est surtout X, mais au final, on voit qu'ils l'appliqueront sur les autres plateformes. Alors qu'on a très bien vu que Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, en termes d'utilisateurs, ça pèse énormément plus, surtout en France, et que X n'est pas le plus gros réseau, mais c'est celui où le pouvoir perd le plus vite le contrôle et le récit, parce que les archives ressortent, où les contradictions circulent, où il y a une phrase oubliée, où il y a une contradiction, il y a une nomination qui est faite qui n'est pas légitime, ou alors il y a du népotisme, une vidéo ou un rapport qui peuvent remonter sans qu'on demande la permission à une rédaction, hein, parce que ce que vous ne voyez pas à la télé, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Et vous voyez souvent d'ailleurs des reportages ou des gens qui disent ah, comme tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, les médias ne le font plus. Et donc vous outrepassez tous les filtres qui existent en fait, qui bloquent l'information, et vous ne demandez pas la permission, ni, comme je vous ai dit, il y a une rédaction, un cabinet ou un organisme indépendant. Et ça, au final, c'est le véritable problème pour eux. Et je vais vous le dire, ce n'est pas la haine. La vraie raison, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la désinformation, c'est la perte du monopole. Donc on a des gens qui sentent que le monopole sur l'information, le narratif, qu'ils maintiennent leur fil entre les doigts.
Donc on arrive après aussi à tout ce qui se passe, et je pense que ces deux sujets sont liés, c'est très important. L'authentification sur les réseaux sociaux, l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, la majorité numérique, le pass numérique, toutes ces sémantiques que je vous dis là, et vous voyez l'importance des mots, hein, c'est-à-dire que vous avez vu que rien qu'en disant avec des termes différents, on a l'impression que je ne parle pas de la même chose, mais je parle de la même chose. Donc là, on va avoir l'authentification sur les réseaux sociaux. Il faudra mettre sa carte d'identité, un passeport, une preuve de votre identité pour aller sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est vendu de la même manière, avec responsabilité, transparence, sécurité, protection du débat public, etc. Sauf qu'on a très bien vu que dans le monde réel, tout le monde sait que ce que produit une parole politique, on sait très bien que quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, si vous êtes authentifié derrière, on va analyser tout de suite d'où ça parle en fait, hein. Tout le monde sait très bien que ce que produit une parole politique entièrement traçable dans un pays où là, on revient en France, il y a une sanction sociale selon votre positionnement politique. Sanction sociale, sanction professionnelle, sanction administrative qui tombe malheureusement en plus avant la justice. Il y a aussi tout cet aspect, tout le monde oublie les comptes bancaires. Pour les gens de droite et estampillés extrême droite, ils voient leurs comptes qui sont fermés unilatéralement, donc que d'un sens de la banque, et vous ne pouvez plus rien utiliser. Donc si ces choses-là sont mises en place, donc ils font peur de l'ingérence intérieure, vous avez l'authentification, vous allez avoir le salarié va réfléchir, le fonctionnaire va réfléchir, l'étudiant, le commerçant, le père de famille, la mère de famille vont réfléchir avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'ils ont peur de mentir, parce qu'ils n'assument pas, mais c'est parce qu'ils vont avoir peur que leur opinion politique, perçue par un autre prisme, ou par la société, l'establishment, etc., ça peut coûter très cher. Surtout quand ça touche les mauvaises personnes. Vous avez des gens connus de la caste médiatico-politique qui vont voir que vous les attaquez. Ils font une procédure bâillon, un référé ou quoi. Ils vous font perdre votre travail. S'ils sont très puissants politiquement dans la région, au national, où ils ont du réseau. Donc là, ça c'est un véritable danger. Et ça peut être une censure spectaculaire à la fin. Bon, elle ne se présente pas d'une façon spectaculaire, elle arrive étape par étape, mais en tout cas, dans la façon opérationnelle dont c'est fait, le but, c'est qu'il y ait une autocensure généralisée. C'est organisé. Je veux dire, c'est comme ce qu'on voit sur LinkedIn. Vous voyez très bien que la forme des posts sur LinkedIn, ça ne va pas être les mêmes que sur X, hein. Donc, l'anonymat permet des choses qui sont bonnes et pas bonnes, on est bien d'accord. Tout ce qui est cyberharcèlement, machin. Mais bon, après, il y en a qui le font à visage découvert, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des bonnes choses. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte ou des positions qui sont entendables, qui sont écrasées par le poids de la société, de l'audiovisuel public, etc., des gens qui ne donnent pas le micro, vous ne pouvez utiliser que les réseaux sociaux. Donc, comme toujours, ceux qui n'arrivent plus à convaincre, hein, donc c'est comme les sénateurs que je vous expliquais, les macronistes qui sont en train de s'effondrer, même la gauche en général, hein, je veux dire, je suis désolé pour les gens de gauche qui m'écoutent. Alors, je pense que si vous m'écoutez, vous êtes d'une gauche qui n'existe plus, hein, parce que ceux qui se revendiquent de gauche aujourd'hui, c'est un autre concept. Mais ils perdent le débat de fond, quoi, hein. Sur une partie de la guerre culturelle, la guerre du débat, ils criminalisent l'ennemi, c'est un peu facile. Les centristes et la nouvelle gauche, on va dire, l'extrême gauche, fait ça aujourd'hui. Donc on a ceux qui n'arrivent plus du tout à convaincre, qui finissent à vouloir encore à encadrer, créer des normes. Et au final, ce sont ceux qui perdent les élections, ceux qui chutent dans les sondages, qui contrôlent plus le débat et qui supportent plus d'être contredits par le réel, quoi, le pays réel, les gens qui parlent vrai. Donc c'est l'excuse où il va falloir surveiller les citoyens pour voir ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Et on arrive encore une fois dans une démocratie qui commence à... C'est ça le véritable drame. On arrive dans une démocratie qui commence à traiter ses propres citoyens comme une menace informationnelle. Ça devient un véritable danger. On n'est plus dans une véritable démocratie, je veux dire, saine. C'est-à-dire qu'on a une démocratie, enfin des gens qui sont au pouvoir, une démocratie qui est en train de se recroqueviller sur elle-même, en ayant des bouffées délirantes totalitaires.
avec des trucs qu'on a vus dans anciens régimes qu'on combat, hein, c'est dans les manuels d'histoire, et puis là, c'est poussé par des médiocres, incompétents, qui ont peur du débat. Donc, pour moi, il y a un véritable danger sur toutes ces questions, et j'en terminerai pour vous dire que ce qui est quand même dommageable, comme sur beaucoup de sujets, c'est qu'il y a ce rapport, mais il y a pas de débat, en fait. Il n'y a aucun débat. Vous voyez même la façon dont les auditions sont tenues, c'est fait dans un certain sens. On a une sénatrice qu'on a épinglée DLR, on comprend pas pourquoi elle fait ça, elle fait un communiqué, au final on regarde les auditions, on voit qu'elle a menti. C'est une catastrophe, donc je pense qu'il faut absolument tout faire pour rendre ça visible, le dénoncer, le relayer, le dire autour de vous, parce que demain, si ces lois passent finalement, vous ne pourrez pas vous tourner sur les réseaux sociaux. Alors on va me dire oui, il faut vivre sans, etc. Évidemment, et toutes les actions sont à faire dans le réel, on est d'accord. Mais si vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous exprimer à la télé. Vous ne pouvez pas aller passer par l'audiovisuel public. Vous ne pouvez pas passer par la presse. Vous ne pouvez pas passer par les associations parce qu'elles sont subventionnées, qu'il y a un dogme, etc. Il vous reste quoi? Il vous reste que les réseaux sociaux. Donc, comment faites-vous si vous êtes censuré partout? C'est pour ça qu'il faut se battre pour sa liberté d'expression.